un fondu enchaîné remarquable. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors allons-y. Chers amis des deux sexes, semble-t-il, internautes voyageurs, d'un site à l'autre, thérapeutes du divan et du face-à-face, perdons ensemble, si vous le voulez bien, notre latin élémentaire devant l'écran blafard de nos ordinateurs. Et demandons-nous qu'auraient pensé nos pionniers fondateurs, je veux nommer pour l'humour et pour le sérieux, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, certes, Jacques Lacan, et pourquoi pas, je viens d'écouter ce matin des choses passionnantes, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Castaneda, on peut imaginer. On peut imaginer Kierkegaard devant son ordinateur. En analysant les sites pornographiques sur Internet. C'est très gênant. Qu'aurait dit mon vieil acolyte, je le salue au passage dans l'invisible, le professeur Claude Olivenstein, sur les nouvelles toxicomanies de comportement engendrées par ce que la plupart de mes collègues appellent aujourd'hui la pornodépendance. Autant dire d'emblée, le sexe fou sur le net est semblable en bien des points, et c'est ma stupéfaction d'addictologue, à l'addiction au cannabis, et parfois même à l'héroïne, qui entraîne une dépendance physique dure et prend possession de la personne tout entière et ne la lâche plus. Quelle surprise! Je ne savais pas que j'étais aussi addictologue en pharmacodépendance. Pourtant, j'ai écrit 3000 pages, j'ai calculé un jour pour rigoler, sur les toxicomanies aux drogues, aux différentes drogues. Il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu hier de notre ami le psychanalyste. Le très vieil addictologue, autrefois on disait, c'était plus rassurant, intervenant en toxicomanie, du centre d'Hydro, que je suis encore dans la tête et dans la pratique, ici même à quelques étages plus bas, autrefois, s'y retrouve tout à fait dans cette clinique des pharmacodépendants, pornodépendants, qu'il s'agit de revoir pour créer de nouvelles et efficaces parades, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont dans le désespoir kierkegaardien, et peaufiner en ce début de siècle de cybersexualité quelques stratégies thérapeutiques inédites et débutantes. Internet n'est pas vieux. La psychanalyse n'a plus qu'à bien se tenir. Entrons-nous dans une période de sexe désincarné, triste comme l'impuissance comme mode de vie? Peut-on rester impassible face à des troubles de l'érection survenus chez des jeunes gens avant même d'avoir fait l'amour pour la première fois? Jusqu'où écouterons-nous dans l'indifférence des sexes addicts de 12 ans, quelques garçons et filles addicts avant même la puberté? Avant. Au fond, il m'apparaît qu'il faut tout revoir, modestement, tout ou partie de notre clinique du désir, à la lumière des images chocs que distillent agressivement nos sites, porno de tout genre, en sachant que, comme toute drogue dite dure, la pornographie engendre des conséquences telles que l'isolement psychosocial, l'altération du désir, la dépendance aux scènes les plus hardes, une incitation à l'onanisme le plus dépourvu de cadre fantasmatique. Une dépendance sévère au déroulement d'agressions sauvages et violentes sur des individus du sexe opposé, ou du même sexe, on s'en fout,
une altération d'appréhension du réel au profit de l'imaginaire et du fantasme le plus déchaîné, tout cela entraînant un refus maladif des rencontres véritables, en chair et en os et en amour, pourrais-je dire, une accoutumance étrange au virtuel, des troubles du passage à l'acte, des refus de toute relation durable, des impossibilités de mise en acte, des impasses tragiques durant le comportement amoureux. Pas des pannes, des impasses. D'abord, une vignette clinique, je vous l'ai promis, ça va aller très vite. Prenons l'anamnèse d'un pharmacodépendant reçu il y a peu dans mon cabinet, d'inspiration jungienne, paraît-il, et sans doute d'un autre siècle, mon cabinet, pas le jeune homme. Nous l'appellerons Eric, pour préserver l'anonymat. Il avait 32 ans, et il venait me consulter une fois par semaine, en général de façon ponctuelle. Au fil rouge des séances, je compris qu'il souffrait d'une impuissance chronique et se plaignait des rapports sexuels perturbés et d'une incapacité à harmoniser quelque peu ses choix d'objets, pour parler psy. Il me fit part assez vite d'une lourde pornodépendance, dévastatrice, surtout compte tenu de sa tristesse, de son désespoir, de névropathe évident à capter. Son métier de commissionnaire urbain en moto, ça me plaisait bien pourtant, ne diminuant en rien sa déprime quasi permanente. Il exprimait avec des mots crus de la rue son mal-être profond, sa façon d'être accro, son addiction, au fond assez classique. Celle-ci entraînait un isolement psychophysique tragique, un onanisme quasi mécanique, robotique. In praxis, Eric ne pouvait se passer de son héroïne singulière. Le sexe sur le net, comme l'appelle un toubib américain, Mark Schwartz, pour avoir l'air savant, expert en ce type de dépendance néfaste pour toute une jeunesse de début de siècle. La pornographie via Internet est une drogue dure dont l'usager doit sans cesse renouveler ses doses pour tenter désespérément de retrouver les effets d'excitation du début de sa consommation. J'ai piqué ça dans un propre de mes bouquins il y a 30 ans sur les phénomènes toxicomaniaques par rapport aux drogues dures. Je me retrouvais comme un vieil addictologue que mon jeune patient recherchait des images et des scènes virtuelles de plus en plus violentes, de plus en plus dégradantes, pour que le désir revienne, un désir immédiat, tout de suite bien sûr. Il était donc indépendant à part entière, un peu comme Jean-Pierre Galland pour les plus vieux d'entre nous, un Jean-Pierre Galland du pauvre, défendant autour des années 68 la culture du joint royal pour justifier son abrutissement cannabique chronique, dont personne ne parlait à l'époque. Eric, lui, passait des heures à visionner des films porno, à consulter des revues X, à fréquenter des sites X. Il ne contrôlait plus rien du flux des images virtuelles. Et il éprouvait une forte sensation de manque quand il en était privé. Je peux dire en somme qu'il se mettait en amour avec des partenaires du sexe opposé dans l'irréel. Et quand il tentait de passer du monde virtuel au monde de la chair, d'entrer en contact avec le sexe opposé, il vivait jusqu'à la rage désespérée, l'impossible passage non seulement à l'acte d'amour, mais aussi à la concrétisation d'une rencontre par le jeu de la parole, de l'échange et de la polyphonie infinie de la tendresse. Avec son corps physique de jeune homme plutôt d'apparence sportive et son problème spécifique, Eric avait substitué
le corps porno au corps physique. Eric avait une fascination pour le virtuel, un véritable culte. Son addiction à l'univers choc de la porno lui interdisait de remplacer une construction sociale affective normale. Il perdait en quelque sorte son élan vital, dirait Bergson, ou son élan vital, ou sa libido, dirait après tout Jung. En l'écoutant, je comprenais de plus en plus comment la pharmacodépendance était devenue une peste de notre nouveau siècle. Et on ne fait que commencer. Et ce n'est pas du tout une notion morale, ce que je dis. Comment le cybersexe engendrait une génération à dérèglement profond de la sexualité, même pas un dérèglement des sens, comme dirait Rimbaud, mais un dérèglement de l'image, un échappatoire du même dérèglement, une fuite dans un imaginaire faisant fi, bien entendu, du symbolique, indispensable pour donner sens à la vie. J'ai entendu ça tout à l'heure, c'était un chaman. Mais dépassons la simple et sombre vignette clinique pour terminer, d'autant qu'Eric n'est pas un cas isolé, mais l'exemple type, archétype, peut-être de toute une génération. Oserais-je simplement rappeler ici que la moitié des adolescents de 11 ans, en 2015, ont déjà vu un clip pornographique et que la grande majorité d'eux découvrent le porno avant la sexualité. Pour certains d'entre eux, l'univers du porno est beaucoup plus supportable que la réalité. Plus supportable que la réalité. L'initiation à l'aventure amoureuse est guillotinée, comme dirait Jacques Lesage de la Haye, mon vieux copain psychanalyste Régis. Une chose est sûre, les accros au porno sont de plus en plus nombreux. Et selon certains sites spécialisés, 6 à 9% des surfeurs sur Internet sont accros. Et l'association américaine Sex Addicts Anonymous, tiens, ça m'a rappelé les alcooliques anonymes, voient passer chez eux 14 millions d'Américains souffrant du syndrome que je décris. 14 millions. La connexion quasi permanente au porno déconnecté du réel est réelle. Tous les toxicomanes, depuis leur enfance, chez l'addictologue qui tente de les aider, j'ai dit addictologue, éprouvent un trou immense au fond d'eux-mêmes, une faille, un manque, une claudication psychique et physique. Et j'entends encore Noël, 17 ans, me dire mot à mot que l'herbe et le porno enfument tout de même le centre de lui-même. Les accros au porno avouent souvent la même chose sur le divan. Ils sont frères du même malheur. N'en déplaise à l'idée dominante de nos sociétés occidentales qui voudrait faire croire que la libération sexuelle est une réussite qui passe par le cybersexe, l'aspect proprement addictif des dépendances à Internet a été dénoncé il y a déjà assez longtemps, dès la fin du siècle dernier, par des psychiatres nord-américains comme Reid ou Blaine, qui ont même dénoncé le phénomène en 4 stades. J'ai retrouvé tous mes bouquins. 4 stades. Une phase obsessionnelle, une phase d'exécution de rituels masturbatoires, un temps d'agir sexuel incontrôlé et une phase de désespoir et d'envie de suicide. Je regarde l'intervenant de Kierkegaard. Le sexe en ligne est nocif. Plus de hâte, plus d'images, plus de violence, plus de temps, pourrait-on dire, et moins de temps en même temps. La pornographie s'accompagne de masturbation, certes, celle-ci doit s'effectuer rapidement, par automatisme, par exécution immédiate. Globalement, on peut dire que la porno répond à des effets sur la représentation analytique de la sexualité. Elle ne stimule nullement la libido,
Elle hypertrophie la pulsion de vie, pulsion de mort dans le sens freudien de l'antagonisme du désir. La sexualité individuelle devient masturbatoire essentiellement. Elle présente le partenaire mis en image comme objet sexuel. La confusion postmoderne entre, je vais faire un peu Lacan pour terminer, entre le réel, l'imaginaire et le symbolique, engendrée ici par l'empire des nouvelles pornographies sur le net, marque peut-être la fin d'un monde et le triomphe quasi diabolique d'une confusion intérieure annonciateur de je ne sais quoi d'apocalyptique. Telle est la question, l'enjeu mis en jeu et en ligne, pour le pire me semble-t-il. La question demeure de savoir qui nous rendra la saveur unique de l'amour accompli dans l'écran du réel incarné, l'objet grand A de nos amours pianotés dans l'ombre de nos mélancolies et de la poésie amoureuse. Le retour du désir comme accomplissement d'un souhait ou d'un vœu inconscient, l'amour-lumière partagé sur notre chemin. Je est un autre, certes, Rimbaud avait raison. Mais tu n'es pas moi, et je t'aime, puisque je reconnais ton altérité ontologique. Jacques Lacan, toujours lui, se demandait souvent lors de ses fameux séminaires, fait-on vraiment l'amour dans tous les cas de figure? Qu'est-ce que le désir, si ce n'est le désir de l'autre? Nous y sommes. J'ai ma conclusion. Lacan suggérait en somme que personne n'atteint jamais l'amour absolu, inaccessible, dont on rêve toute sa vie. L'inconscient y pourvoit, disait l'un de ses élèves, Xavier Oudouard. Avec le sexe sur le net, l'addiction devient une véritable pathologie, c'est incontestable. Pour respirer un peu, avant d'attendre vos questions, de les prendre et de les espérer, je vais vous lire un poème, c'est inattendu, un poème qui n'a rien de porno-dépendant. C'est un poème de Germain Nouveau. Il s'appelle « Tout fait l'amour ». C'est magnifique, ça nous réconciliera un peu avec l'espérance de l'avenir. Tout fait l'amour. Et moi j'ajoute, lorsque tu dis « tout fait l'amour », même le pas avec la route, la baguette avec le tambour, même le doigt avec la bague, même la rime et la raison, même le vent avec la vague, le regard avec l'horizon, même le rire avec la bouche, même l'osier et le couteau, même le corps avec la couche et l'enclume sous le manteau, même le fil avec la toile, même la terre avec le verre, le bâtiment avec l'étoile et le soleil avec la mer, comme la fleur et comme l'arbre, même la cédille et le C, même l'épitaphe et le marbre, la mémoire avec le passé, la molécule avec l'atome, la chaleur et le mouvement, l'un des deux avec l'autre tome, fut-il détruit complètement. Un anneau, même avec sa chaîne, quand il en sera détaché. Tout enfin, excepté la haine et le cœur qu'elle a débauché. Oui, oui, tout fait l'amour, sous les ailes de l'amour, comme en son palais, même les tours des citadelles, avec la grêle des boulets, même les cordes de la harpe, avec la phalange du doigt, même le bras avec l'écharpe, et la colonne avec le toit. Je vous remercie de votre attention.